Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Mais oui, je reçois ce matin Alexandre Ravelot, auteur du livre La grande histoire des jeux télévisés. Vous retracez leur évolution depuis les tout débuts de la télé jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça passionnant parce que, comme le dit Olivier Mine dans la préface de votre livre, les jeux, c'est un merveilleux miroir du temps présent. Et donc, à travers leur évolution, eh bien, on voit aussi la société évoluer. On voit par exemple que l'argent a pris de plus en plus de place dans les jeux et que le niveau des questions, lui, a beaucoup baissé. On peut dire ça. L'homme du XXe siècle, Pierre Sabag, il n'y avait pas de temps pour répondre aux questions. C'est des questions extrêmement compliquées. Ouais. Le niveau était dingue. Complètement dingue. Et on a instauré le petit sablier. Donc le temps qui coule, donc il faut se dépêcher à répondre. Donc le niveau des questions est tombé parce que fatalement, il faut réfléchir rapidement. Ouais. Et maintenant, effectivement, il faut répondre en 3 secondes. Même le pas premier sablier, c'était 1 minute, je crois, c'est ça ? Oui, dans ces eaux-là, on avait le temps de répondre. Maintenant, c'est 10 secondes. Ouais. Et vous le dites à propos du premier jeu Télématch présenté sur la RTF par Pierre Bellemare, où le niveau des questions était là carrément extraordinaire. Là, c'est Pierre Bellemare, le pionnier des pionniers. C'est extraordinaire. Télématch 54. Rendez-vous compte, une seule chaîne. Tout le monde devant la télé, le rendez-vous absolu. Les cinémas sont fermés. C'était à quelle heure ça, Télématch ? C'était en prime time. Enfin, à l'époque, on ne disait pas le prime time. Mais c'était le rendez-vous de 20h, toute la France, quoi. Le rendez-vous de toute la France. Et puis en fait, on se rend compte qu'à l'époque, on aimait admirer des puits de science à la télévision parce qu'ils étaient vraiment sur leur spécialité et on était incapable de répondre à la moindre question. Aujourd'hui, on a presque le phénomène inverse. Quand on regarde par exemple le maillon faible, on regarde ça presque pour se rassurer sur notre niveau de connaissance. Oui, c'est le concept du jeu qui est comme ça. Bien sûr. Le maillon faible, c'est fait exprès. Il y a quand même des gens intelligents dans le maillon faible. Mais ils sont intelligents de réfléchir aussi vite dans un concept aussi compliqué. C'est vrai. Oui, mais on regarde pour les nuls. Ce qui nous fait rire dans le maillon faible, c'est ceux qui répondent à côté. Et alors Pierre Bellemare, il va tenter même d'exporter Télématch aux États-Unis. Ça vous raconter ça, mais ce sera un beat total. Il n'est pas tombé au bon moment. Il y avait un scandale des jeux télé, de la tricherie dans les jeux télé à l'époque aux États-Unis. Et ils sont tombés à ce moment-là. Ouais. Et donc c'était râpé, ça n'a pas marché du tout. Mais ça lui a permis quand même ce voyage de ramener en France le prompteur. Le prompteur, oui, c'est Pierre Bellemare qui a importé le prompteur et évidemment le téléshopping. Ouais, c'est ça. Et alors globalement, au cours de l'histoire, c'est plutôt nous qui allons adapter de nombreux jeux venus des États-Unis ou d'ailleurs. Hein. On n'a pas toujours été très très créatifs. On a une bascule avec TF1, le milieu des années 80, avec Le Juste Prix, La Roue de la Fortune, Une famille en or, tous ces grands jeux cultes qui sont des jeux américains, mais avant, on a quand même Pierre Bellemare, Guy Lux et surtout Jacques-Antoine qui sont les inventeurs des jeux télé. Et alors là, on peut pas dire qu'il n'y avait pas de la création. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Au début, il y avait de la création. Mais alors moi, j'ai été surpris parce que il y a des jeux qu'on pense français qui ne le sont pas, comme par exemple Question pour un champion. Je pense que c'est pas français. Beaucoup de gens pensent que c'est français. C'est australien. Going for Gold. Voilà. Mais de la même manière, ce jeu absolument culte n'est pas français. Ah bon ? Mais à qui on a piqué Interville alors ? Je crois que c'est aux Italiens. C'est pas tout à fait le même concept. Campanile Sera. C'est un concept qui oppose des villages. Donc c'est cette idée que Guy Lux a importée, mais c'était pas avec des vachettes, c'était pas avec le mur des champions, c'était pas tout à fait le même jeu quand même, mais c'était un jeu entre villages, la guerre des villages. Et c'est le premier jeu où on peut utiliser la mauvaise foi. Ça n'existait pas, ça. Mais c'est Guy Lux qui a inventé la mauvaise foi, parce qu'il a inventé les règles en direct. Mais voilà, c'est ça. Et il adaptait au fur et à mesure, il dirigeait un peu tout son monde, il pouvait changer éventuellement le comptage des points. Il n'avait pas encore les réseaux sociaux, donc il savait pas ce que pensait le public. Donc il pouvait pas adapter en fonction du public, mais il adaptait en fonction de ce qu'il découvrait en direct. C'est vrai que c'était génial. Interville, vous avez regardé la nouvelle version ou pas ? J'ai regardé la nouvelle version, effectivement, j'ai regardé la première. C'est très courageux de faire Interville. Voilà. Ça a fonctionné. On a beaucoup critiqué cette nouvelle version, mais c'est très compliqué à faire Interville. Et Interville qui a été adapté évidemment par Guy Lux, qui sera aussi un des grands créateurs de jeux, et ils sont quand même pas très nombreux. Vous citez aussi, bien sûr, un autre génie de la télé, c'est Jacques-Antoine. C'est Jacques-Antoine, c'est le génie absolu de la télévision, et c'est l'homme à la pipe. C'est quand même l'inventeur de Fort Boyard, si on veut prendre le jeu le plus emblématique et le plus populaire. C'est quand même lui qui a fait ce pari fou d'installer des caméras, une régie au milieu de l'océan Atlantique, quoi. Dans un endroit improbable. Comment il l'avait repéré, le fort ? Il l'a repéré sur le tournage d'une chasse au trésor.
sur le pilote de la chasse au trésor, pardon. Ils l'ont fait avec Philippe de Dieuleveux. Enfin, c'était pas Philippe de Dieuleveux qui tournait le pilote d'ailleurs. Ouais. C'était Menant à l'époque. Marc Menant. Exactement. Ouais. Et ils ont repéré ce Fort Boyard et des années plus tard, ils l'ont racheté. Ils se sont dit il y a quelque chose à en faire de ce fort, ils l'ont transformé. Vous citez aussi évidemment Armand Jameau, créateur du mot le plus long en 1965, devenu des chiffres et des lettres en 72. Ah, cette trompette. C'était souvent chez les grands-parents qu'on entendait ce générique. Ah oui, voilà, alors, ça réveille de la sieste. Ça s'appelait le mot le plus long. C'est le clairon. Mais vous nous expliquez dans votre livre que le tout premier mot était vraiment pas très long. C'était un mot de 2 lettres, M-E. Non, mais non. J'ai trouvé ça. Le tirage était compliqué. Le tirage était compliqué, il ne trouvait pas. Et ça s'est bien amélioré depuis. Et les premiers mots de Patrice Laffont aussi, ça m'a amusé. Ce sont ce jeu est très simple et je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps avec des explications fastidieuses. Il y avait déjà le mot ennui. Parce que lui-même, il s'ennuyait parfois un peu. Il regardait Roland Garros. Ouais, c'est ça. Il a installé une petite télé pour regarder Roland Garros pendant Roland Garros, évidemment. Il avait une petite télé parce que, effectivement, il est au milieu du plateau. Il peut rien faire, il peut pas bouger. Il est bloqué, la caméra est fixe. Il est bloqué. C'était pas très rythmé, le mot. Ah bah non, parce que c'était le principe qu'on puisse jouer en même temps. Voilà. Exactement. Eh oui, c'est ça. Les jeux où on peut jouer en même temps, c'est extraordinaire. Motus, c'était un petit peu le même jeu, si on allait plus vite que les candidats. Mais ce sont les jeux où le téléspectateur s'installe et participe à l'émission. Il y a du temps de réflexion, ouais. Donc ça, on peut pas changer. 45 secondes en début. 45 secondes, c'est ça. Et puis alors il y a un nouveau type de jeu qui va faire son apparition dans les années 80, ce que les Américains appellent des dating games, donc des jeux de rencontres. Eh oui, formidable. Il est parti il n'y a pas longtemps. Charlie Oleg. Avec Charlie Oleg, bien sûr, lancé sur TF1 en 1985, avec quand même 20 ans de retard sur les Américains. Oui. Parce que là aussi, c'est une adaptation. Oui, c'est une adaptation. En fait, Jacques-Antoine s'est inspiré de plusieurs jeux de couple pour n'en former qu'un. Et au lieu d'avoir des décors qu'il fallait déplacer, il a trouvé l'astuce de mettre ça sur un tourniquet. D'où l'idée du manège. Et le tourner manège. Mais en fait, si vous regardez bien la première version, parce que celle de Coé est un peu différente, eh bien, c'est une succession de séquences. Oui. Avec des animateurs différents. Avec même des célébrités qui venaient se confier sur leur couple. Enfin, ça avait rien à voir avec l'image qu'on a de tourner manège aujourd'hui. En fait, l'image de tourner manège qu'on a aujourd'hui, c'est une séquence de l'émission de départ. Exactement. Qui est le jeu des couples. Le jeu des couples, les questions, les réponses. Moqué par les inconnus, évidemment. Oui, c'est plus celle-là qu'on a en tête. C'est tourner manège, tourner ménage des inconnus. Tourner ménage, tout à fait. Et puis la nouvelle version de Coé, évidemment, 2009, relancée sur TF1, où ça avait bien fonctionné. C'était en fin d'après-midi. C'était une époque où il y avait beaucoup de jeux de couples, notamment sur la TNT. Ah oui, c'est ça. Et alors aux États-Unis, il y a des célébrités qui participaient au tourner manège américain pour trouver l'amour. Même Ronald Reagan, futur président des États-Unis. Ça, c'est quelque chose qui arriverait quand même jamais en France. Enfin, on a du mal à l'imaginer. Il n'était pas président à l'époque. Il n'était pas président. Non, mais même un candidat là pour 2027, vous voyez, qui cherche l'amour dans tourner manège, ça serait quand même étonnant. Je sais pas, Jordan Bardella, je sais pas s'il est en couple. ouais, ça serait intéressant. Et puis alors est arrivée la mode ensuite des jeux d'aventure, comme Fort Boyard en 1990, et bien sûr un peu plus tard Koh-Lanta. Et alors il y a un lien très intéressant entre ces deux jeux. Alors non seulement ils sont produits par la même société de production qui est ALP, Adventureline Productions, mais alors surtout, ça, j'ai trouvé ça très improbable. Je ne savais pas, j'ai découvert dans votre livre, Alexandre Ravelot, la célèbre épreuve des poteaux de Koh-Lanta. Et bien, figurez-vous qu'elle a été inventée par le père Fouras. Mais non. C'est pas dingue ça comme info. Alors le père Fouras n'est pas un vrai monsieur. Il y a une personne derrière. C'est pas un vrai barbu de 200 ans. Il peut être barbu, mais c'est pas sa barbe. Pas depuis 30 ans, oui. D'accord, il y a quelqu'un sous le costume. Oui, qui est l'inventeur des jeux de Fort Boyard. Génial. Pas l'inventeur, ils sont plusieurs évidemment, mais c'est l'architecte en fait des cellules quelque part. Et donc il a inventé également des épreuves pour Koh-Lanta. Et notamment cette épreuve des poteaux. Et puis il y a un jeu qui va vraiment créer une rupture et marquer son époque. Pour moi, je considère que c'est le plus grand jeu de l'histoire de la télé. Vous allez me dire si vous êtes d'accord, Alexandre. Qui veut gagner des millions ? Avec Jean-Pierre Foucault, qui est c'est quand même une vraie rupture dans l'histoire des jeux télé. La mise en scène, le concept, la place du public absent, la place de l'animateur peu présent. La somme à gagner, on n'a jamais autant gagné. Et puis le candidat, le feuilleton.
Oui. La tension qui monte. Et on revient à un temps de réflexion illimité. Et on revient à un temps illimité. Ouais. Vous avez suivi, c'est bien. Ça aussi, ça faisait très bizarre. Ouais. C'était très surprenant Ouais. et c'était très novateur. Et là, tout le monde joue devant la télévision. Ouais. Et si je vous demande à vous, Alexandre Avelot, qui est un spécialiste des jeux télé, votre jeu préféré, vous diriez lequel ? Il y en a beaucoup. Alors, il faut quand même dire Fort Boyard parce que je suis né avec Fort Boyard. Enfin, j'ai grandi avec Fort Boyard. Mais la petite Madeleine de Proust, ce serait plutôt le Cadox. C'est bête, Ah, le le Cadox. C'était quoi le Alexandre Cadox? de Banne. Alexandre de Banne. Ouais. C'était l'Académie des Neufs, Ouais. version moderne. Ah, c'est marrant que vous D'accord. disiez ça. Ah oui, parce que suis je ne très sais pas surpris. pourquoi le Cadox. Ça vous Alors, a en fait, marqué. France 3, c'est un peu un bouche-trou le Cadox. Donc, il le mettait un peu partout. Donc, je tombais toujours sur le Cadox. Le Mais Cadox. ça a été diffusé longtemps, ça, le Cadox? Ah oui, 3-4 ans. Ah oui, Et d'accord. après, Cyril Il passait à Hanouna côté. a fait une nouvelle version sur France 4 Ouais. qui s'appelle La Porte ouverte à toutes les fenêtres. Ah oui. Porte ouverte à toutes les fenêtres, où c'était pas 9 cases, hein, c'était différent. Il y avait 2 lignes de. C'était un peu différent. Le Il concept avait était un peu changé un peu le différent. concept pour pas avoir à payer des droits. Peut-être. Et alors, un jeu, c'est quand même indissociable de son animateur, bien souvent. Je suis pas sûr qu'on aurait autant aimé, je sais pas moi, Qui est qui sans Marie-Ange Nardi, ou N'oubliez pas votre brosse à dents sans Nagui. Sans Bon, Nagui, bah, si je vous demande, vous, le meilleur animateur de jeu, vous diriez que c'est qui ? c'est celui qui s'efface derrière le concept. Alors, je dois le citer, c'est Olivier Mine qui a fait la préface du bouquin. C'est le caméléon. Ouais. C'est-à-dire que vous pouvez... Vincent Lagaffe est très bon dans son exercice. Mm. Évidemment, c'est un très grand animateur. Bien Jean-Pierre Foucault aussi, c'est la classe absolue. Mais celui qui s'est placé dans le plus de jeux différents, pour moi, c'est Olivier Mine. C'est Olivier Mine. Bah, ça lui fera plaisir d'entendre ça. Et est-ce que, dernière question, il y a un jeu que vous aimeriez voir revenir à l'antenne ? Moi, par exemple, c'est Mokshu Patamou. Ah, oui, moi alors aussi. voilà. Ah, Mokshu oui. Patamou. Mokshu Patamou. 97 Je crois qu'on est les TF1. trois seuls à s'en C'était souvenir. bien, Vincent Perrault. non, c'était bien. Bah, évidemment. C'était formidable, ça a duré qu'un été. Ça a duré un été. Enfin, voilà, on milite pour le retour de Mokshu Patamou. Voilà, c'est dit ce matin. Merci Alexandre Avelot Merci. d'être venu nous voir et lisez donc cette grande histoire des jeux télévisés. Plongez-vous dans cette histoire de la télé, c'est passionnant. Merci beaucoup et à bientôt.